c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business, un nouveau direct des studios de Coulommiers-Chamiers. RLP Business avec Stéphane, l'émission sur le management, le commercial, les ressources humaines, la formation professionnelle et les financements de la formation. Nous sommes aujourd'hui avec un opérateur OPCO 2i dans l'industrie. Nous avons la responsable, Madame Florence Vouet. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour. Nous avons une responsable stratégie, Hélène Chénaud. Bonjour. Bonjour Hélène. Et nous avons aussi une alternante mise en place de la stratégie communication, Morgane Le Révérend. Bonjour. Alors, la formation, c'est un grand sujet. On en parle tout de suite dans les actualités de la semaine. Ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Actualité, comment ne pas parler d'IA, d'intelligence artificielle dans cette fin de saison 2025 où nous commençons à voir arriver des signes d'intelligence extrêmement précis lorsqu'on les utilise. La Chine vient d'ailleurs de réaliser 160 km d'autoroute sans aucune intervention humaine, uniquement via l'IA et des machines de l'industrie d'ailleurs, en tenant compte du relief et de la végétation. Dans le même temps, une très grande boîte en Inde était en train de répondre en se faisant présenter pour de l'IA sur de la maintenance sur des sites et en creusant un petit peu, la fameuse intelligence artificielle qui répondait bien, c'était des gens en Inde qui se faisaient passer pour des machines. Avant, les machines se faisaient passer pour les gens se faisaient passer pour des machines. Comme quoi, tout s'apprend. Et apprendre en France, ça passe par des opérateurs de compétences qu'on appelle OPCO, qui distribuent les financements pour les gens qui vont se former en France. Nous avons un budget global de France Compétences de 2025 qui fait 13,65 milliards d'euros. Les investissements pris par France Compétences en 2025 en alternance, ça pèse 9,6 milliards d'euros. Le CPF 1,9, les demandeurs d'emploi 800 millions. C'est quand même, il y a de l'argent. Très clairement, c'est de l'argent, mais c'est normal parce que la formation, c'est tout au long de la carrière. Ce n'est pas qu'au début. On ne sort pas de l'école en disant ça y est, c'est gagné. On se forme tout au long de la vie. Et nous avons aussi des chiffres de l'Observatoire Compétences Industrie 2022-2023. Hélène, dis donc, quels sont ces chiffres dont tu nous as parlé? Oui, alors peut-être déjà pour introduire, donc effectivement, chez OPCO 2i, nous avons un observatoire, un outil au service des branches professionnelles de l'interindustrie et des territoires qui a notamment pour mission de produire des études sectorielles, régionales, territoriales, interindustrielles. Et donc en 2022-2023, nous avons eu 2 études au Nouvelle-Aquitaine qui nous ont permis d'avoir quelques chiffres sur la région. Donc on a 8700 établissements interindustriels en Nouvelle-Aquitaine et environ 206 000 emplois salariés sur la région. D'accord, dans le secteur de l'industrie, c'est ça? Oui. Ok, nous avons beaucoup de centres de formation qui sont... l'OPCO, en fait, intervient dans beaucoup de centres de formation, Nouvelle-Aquitaine ou en Dordogne? Alors, on intervient plutôt auprès des entreprises et de leurs projets de formation. Ok. Les entreprises organisent leurs projets de formation en interne, appellent par exemple des formateurs, vous soumettent les projets de formation et vous les financez ou pas, c'est ça? Oui, tout à fait. Entre autres, on aura l'occasion d'évoquer toutes nos missions. Oui, on le fait tout de suite, c'est OPCO 2i, c'est l'invité de la semaine, ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Florence Vouet de OPCO 2i. Vous êtes venue nous voir aujourd'hui sur RLP. On s'est rencontrés, j'ai rencontré l'organisation au Salon de l'Industrie. Mais pour nos auditeurs, pour nous, rappelez-nous, qu'est-ce que c'est qu'un OPCO précisément? Alors un OPCO, c'est un opérateur de compétences. On agit auprès des entreprises plutôt dans le domaine de la gestion des compétences. Pour les accompagner dans le cadre du développement des compétences de leurs salariés et dans le cadre des mutations aujourd'hui. Et dans l'industrie, il y a un certain nombre de mutations écologiques, numériques, et donc on est facilitateur pour pouvoir les accompagner sur ces sujets, et notamment de recrutement, d'emploi
et demain, on va dire, dans le cadre de nos partenariats, on pourra en parler un petit peu plus tard, de l'orientation. L'objectif, c'est effectivement d'accompagner les entreprises et d'aller chercher des jeunes, des talents pour venir dans l'industrie. Oui, parce que vous, c'est la partie argent, en fait. Hein. Alors, plus tout à fait. Plus maintenant? Plus tout à fait. On est moins des financeurs. On reste des financeurs pour la partie alternance, apprentissage, professionnalisation. Donc les opérateurs de compétences sont nés effectivement de la loi 2018, loi Avenir Professionnel. La fameuse réforme Calliope, dont tout le monde a parlé à l'époque. Voilà, Calliope, c'est 11 opérateurs de compétences sur le territoire national. Ces 11 opérateurs sont plutôt organisés en branches et OPCO2I est l'un de ces opérateurs, donc interindustrie. Et l'interindustrie, c'est 29 branches. Je dirais que la seule branche, le seul secteur que l'on n'a pas, c'est l'agroalimentaire. Mais dès lors qu'on conçoit, on fabrique, c'est de l'industrie. Donc c'est de la chimie, c'est de la métallurgie, c'est de la pharmacie, c'est les entreprises du médicament, c'est les carrières et également ces petits secteurs de niche tels que la bijouterie, la chaussure, la maroquinerie, toute la partie mode, cuir et peau sur le territoire. Alors ça, ce sont effectivement les secteurs d'activité des sociétés, mais dans ces sociétés, il y a beaucoup de secteurs d'activité différents. Bien sûr. Donc en fait, vous mettez en place ou vous accompagnez les formations des gens qui sont dans ces sociétés, mais donc ça représente un panel d'activités extrêmement important. Tout à fait, effectivement, on va, il y a les services supports, bien sûr, parce que dans toute entreprise industrielle, il y a effectivement des services supports. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le cœur de métier dans les entreprises. Donc des métiers qui amènent effectivement de la robotique, mais on a et notamment en Dordogne, on a des unités maroquinerie de la chaussure où c'est du savoir-faire, c'est des gestes manuels, c'est répétitif. Donc on a des entreprises, toutes les entreprises ne sont pas automatisées, comme on peut avoir l'image de l'industrie, mais on a du travail de savoir-faire, du travail de répétition, du travail manuel. Oui, mais on peut se former dans des métiers de l'informatique, on peut se former dans des métiers tout à fait. De l'industrie. On recherche. Effectivement, les secteurs d'activité de l'industrie regroupent un énorme panel de compétences et de métiers divers. Tout à fait. Aujourd'hui, dans le cadre de la transition, il y a un acheteur, effectivement, c'est quelque chose, c'est des profils, parce qu'on va demander à un acheteur d'avoir une coloration verte, d'acheter mieux. Et la fameuse transition numérique. Ce qui amène effectivement la transition écologique et puis numérique. Nos entreprises commencent à nous parler effectivement de l'intégration de l'IA alors ça ne va pas ôter les métiers. On va simplement, sur certains métiers, il y a peut-être plus de valeur ajoutée et de pouvoir plutôt investir là où on a besoin d'avoir une vraie valeur ajoutée pour une entreprise de se démarquer de ses concurrents. Et donc, on va amener de plus en plus effectivement de l'IA. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est effectivement ces nouveaux métiers qui émergent. Ça veut dire que nos branches doivent embarquer leur organisme de formation pour aller effectivement créer des sessions de formation. Ça veut dire que c'est aussi les écoles pour amener sur ces nouveaux métiers. Alors, comment ça fonctionne? OPCO2I, vous m'avez dit, c'est grosso modo 800 personnes. Alors au niveau national, effectivement, on est... là où je voulais en venir, c'est une structure nationale. Alors, il y a une représentation en Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait. D'accord. Et il y a combien de personnes en Nouvelle-Aquitaine? Alors en Nouvelle-Aquitaine, on est 40 collaborateurs. Donc on fait partie des 12 régions sur le territoire. Au niveau d'OPCO2I, OPCO2I, 800 collaborateurs. Bien sûr, comme toute entreprise, des services supports, 12 délégations. Donc OPCO a un agrément de l'État. Et l'OPCO est un organisme paritaire. Les décisions sont prises par le conseil d'administration d'OPCO2I. Sur les territoires, donc Nouvelle-Aquitaine, tous les territoires sont constitués de la même manière. On a une direction générale et on a
3 pôles. L'activité gravite autour de 3 pôles. Un pôle stratégie action territoriale. Donc on va effectivement nous observer ce qui se passe sur le territoire à travers des études, comme Hélène l'a précisé. Il y a des études qui sont faites au niveau national. Ces études vont servir effectivement à pouvoir avoir de la data pour des plans d'action, répondre toujours aux besoins, et on a toujours en tête la compétence. On est vraiment sur ce sujet-là. On a donc les études, tous les événements. Voilà, les événements sur lesquels on peut intervenir de promotion d'attractivité des métiers. L'objectif, c'est d'attirer, c'est de montrer c'est quoi l'industrie, comment on fait carrière dans l'industrie, et on peut évoluer dans l'industrie. Alors, vous avez combien de centres en Nouvelle-Aquitaine ? Alors, vous avez un centre à Bordeaux, vous avez un centre à Périgueux ? Oui, donc on a 40 collaborateurs répartis sur 3 pôles. Stratégie action territoriale, des conseillers. On a une vingtaine de conseillers sur le territoire. Vous avez un seul site ? 2 sites. 2 sites principaux, Niort et Bordeaux. Et après, on a des bureaux d'hébergement pour des conseillers, puisque la région est très grande. Bien sûr. Et on a des bureaux d'hébergement à Limoges et à Pau. D'accord. Et en Dordogne, vous intervenez aussi en Dordogne ? Bien sûr, on a une conseillère, Virginie Arcara, qui intervient sur le territoire de la Dordogne. Concrètement, comment ça marche à l'intérieur ? À une époque, les OPCO finançaient, c'était la partie argent, ils acceptaient les formations et ils payaient les centres de formation ou les formateurs pour mettre en place les formations. Chez Calliope a réduit mon interlocuteur, a augmenté les exigences pour s'adresser aux OPCO. Mais aujourd'hui, concrètement, le travail, le métier d'un OPCO, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas que de la communication, c'est aussi de l'administratif, c'est aussi de la mise en place. Hélène, peut-être ? Hélène, tu veux répondre ? Oui. Alors effectivement, cette partie financement perdure. Oui. On finance, comme le disait Florence, beaucoup l'alternance. Depuis cette réforme, on a récupéré tout le champ de l'apprentissage. D'accord. Donc ça représente un volume de contrats et de dossiers administratifs à instruire assez important. Et il y a effectivement encore le volet formation continue pour les salariés. Donc là, on va mobiliser des fonds, soit des fonds de l'OPCO, mais on voit qu'effectivement ils réduisent, ils diminuent, d'année en année. Mais on a aussi des parterariats avec. Il y a aussi un assèchement des finances chez vous dans votre secteur, ça se remarque aussi. C'est une tendance générale, je crois. Ça s'assèche, bon, très bien. Oui. Voilà, on a la chance d'avoir des partenariats avec l'État, la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous permettent d'aller accompagner les formations des salariés de l'industrie sur différents types de projets en fonction des secteurs d'activité. Voilà, donc c'est un avantage de pouvoir mobiliser ces ressources. Je fais partie d'une structure dans l'industrie, je fais de la formation pro au fur et à mesure de la vie, ou alors je suis demandeur d'emploi, ayant été employé par une société affiliée dans les catégories NPE, tout ça, de l'industrie, je vais voir un centre de formation ou un conseiller Pôle emploi, genre mon CPS, j'ai une formation qui me plaît, la partie qui paye, les financements passent par vous, c'est ça ? Alors nous, on va plutôt financer les formations des salariés de l'industrie, donc sur le volet demandeur d'emploi. Ça reste donc par France Travail. C'est autre chose par France Travail. D'accord. Donc vous, c'est vraiment les salariés en activité et les écoles formation d'alternance. Ou alors les futurs salariés qui vont rentrer dans l'industrie. D'où l'alternance et d'où la formation. Voilà. L'alternance, également le partenariat avec France Travail. C'est une problématique de recrutement sur un territoire. On va intervenir puisqu'on a plusieurs entreprises qui peuvent avoir la même problématique. Et c'est de travailler en partenariat avec France Travail qui va effectivement sourcer sur les demandeurs d'emploi et on va accompagner pour financer qu'à l'issue, ces personnes puissent intégrer l'industrie et poursuivre. Bon. Alors, donc, il y a cette partie qu'on comprend bien, là, effectivement, qui est financement, accompagnement, relais de l'État dans les diverses... l'État veut pousser vers telle ou telle direction et autres. Est-ce qu'il y a aussi de la mise en place de formation ? Est-ce que vous mettez en place des diplômes, des formations, comme certaines OPCO ou Alors, cette partie-là, on la traite effectivement à travers les branches, puisque OPCO 2I, c'est 29 branches. Oui. Au sein des branches, il y a ce qu'on appelle les certifications, nos fameux CQP. Avec les RNCP, tout ça. Voilà, tout à fait. Et là, on va accompagner les branches, notamment des petites branches, à la mise en place, à valoriser, à mettre en œuvre ces certifications de branches. C'est la partie de ce qu'on appelle la certification qui fait partie d'une mission régalienne aujourd'hui de l'OPCO. Donc, l'OPCO finance les gens qui veulent
se former. L'OPCO met en place des certifications afin de relever le niveau et de mettre en place des normes de qualité et autres. Et l'OPCO fait, si j'ai bien compris, si j'ai bien vu durant le salon aussi, de la communication pour être un relais et c'est bien ça. Je vois des hochements de tête, voilà. Là, c'est bien ça. Voilà, ça fait partie d'une autre mission, effectivement, de promotion et d'attractivité des métiers. Et c'est fait pour les 29 branches. Il y a une marque qui a été développée avec l'industrie. On va rentrer dans une deuxième phase, je dirais, de cette campagne, puisque nos visuels vont changer. On a gagné quelques points au niveau de l'industrie pour montrer l'image de l'industrie. Et donc, avec l'industrie est une marque au nom des 29 branches. On parle d'une seule voix. L'objectif, c'est l'attractivité, c'est montrer la diversité des métiers, c'est donner l'envie aux jeunes de venir et de voir surtout cette diversité, vraiment j'insiste, des métiers. Oui, d'ailleurs, on a reçu CFAI ici il n'y a pas longtemps et on sent au niveau national qu'il y a une campagne de communication, de stratégie qui est mise en place pour revaloriser les métiers de l'industrie. Peut-être que la France a besoin de se réindustrialiser un petit peu, non? Alors, on a besoin de se réindustrialiser. Ce sont des directives qui viennent d'en haut, ça? C'est une volonté nationale? Oui, c'est vraiment... Alors, au sein de l'OPCO 2I, à travers ces 29 branches, c'est faire rayonner l'industrie, c'est comment... Française, d'accord. Comment réindustrialise et aussi comment on intègre des femmes dans les métiers de l'industrie. Oui, parce que l'époque du gros poilu plein de graisse, c'est fini. On va le dire, l'industrie, c'est plus forcément ça. Il y a de l'informatique, il y a beaucoup de métiers cérébraux. Oui. Et puis, quand on a une société dans l'industrie, il y a tout ce qui va avec, tous les métiers, tous les corps de métier. Donc, oui, c'est normal il faut le dire aux gens. Voilà, elles sont la bienvenue. Avec l'industrie, c'est faire rayonner l'industrie auprès des jeunes et du grand public. Ça, c'est notre premier objectif. Et aussi de montrer que tout ce que l'on utilise au quotidien, c'est fait par l'industrie. Ouais, bah oui. Voilà, on s'habille. La France était orientée vers une économie de service, beaucoup. On avait beaucoup délocalisé. À une époque, j'étais moi-même allé diriger de l'outsourcing en Asie. On a outsourcé nos développements. Là, nous sommes dans une phase, visiblement, où il y a une volonté étatique de réindustrialiser, de privilégier les circuits courts, de faire du local. Et d'accord. Donc, c'est intéressant de voir que les financeurs et les opérateurs de formation, en fait, sont un relais d'une volonté nationale. Et ça va dans la transition écologique. Oui, et numérique, suppression, traitement papier, automatisation, ce qui peut l'être. Alors là, Hélène peut en parler. Vas-y, parce que effectivement, là, vous êtes venu. Il y a aussi très clairement chez OPCO 2I en ce moment, il y a une phase de stratégie et de communication, de mise en place de communication de messages. Et là, c'est Hélène qui va nous en parler. Alors justement pour rebondir sur ce que disait Florence, donc on a été doté, les OPCO ont été dotés d'une nouvelle mission dans le cadre de la loi Climat et Résilience de 2021. D'accord. C'est donc d'informer les entreprises sur les enjeux du développement durable et de les accompagner finalement dans leurs projets d'adaptation liés à la transition écologique par le biais de l'analyse, la définition des besoins en compétences, qui est vraiment le cœur de métier premier de l'OPCO, c'est l'accompagnement de proximité des entreprises. Donc on a dit peut-être 300 conseillers qui rayonnent sur toute la France pour accompagner au quotidien les entreprises de l'industrie. Et donc, avec cette mission confiée dans le cadre de la loi Climat et Résilience, on vient aussi renforcer les actions de l'État sur ces sujets. Et c'est eux qui vous sollicitent ou c'est vous qui allez leur dire ce à quoi ils ont accès éventuellement, ce qu'ils peuvent faire? Les deux. Les deux, mon général, d'accord. Ouais, tout à fait. Il y a des relations qui sont nouées déjà depuis longtemps, puisqu'on existe depuis quelques années, puis on est le fruit d'une histoire. Donc, les entreprises nous connaissent. On est globalement très bien identifiés. C'est pas hier, ça date d'il y a un certain temps. J'ai oublié de demander en début d'émission, mais il y a quelques dizaines d'années, non? OPCO 2I. Alors la loi Avenir Professionnel, c'est 2018, l'agrément 2019, mais on va dire opérationnellement 2020, début 2020, si je me trompe pas. Tout à fait. D'accord. Donc effectivement, il y a ça, c'est au fil des ans, les relations se sont bien nouées dans les territoires, surtout avec une force de frappe
via le réseau des conseillers. Donc voilà, j'ai perdu votre question, mais non, mais c'est très bien. Vous avez fait la transition par vous-même d'ailleurs, parce que la nouvelle génération est là. On va demander à Morgane Le Révérend d'ailleurs. Écoutez, voilà une femme dans l'industrie. En plus, elle fait de l'alternance. Elle va même carrément faire de l'événementiel auprès de l'OPCO. Morgane, pourquoi l'industrie ? Alors au départ, c'était pas du tout le secteur qui m'attirait. D'accord. On va pas se mentir que c'est quand même un secteur avec beaucoup de préjugés. Moi, je voulais faire les pommes et les bijoux, mais finalement, j'ai fait l'industrie. Non, dites-moi. Et oui. Au final, pourquoi pas ? C'est Bien ça sûr, la question. Prendre les opportunités. C'est une excellente question, tout à fait. Et pourquoi pas ? Et au final, on se rend compte que c'est un secteur qui est extrêmement large, avec beaucoup d'opportunités et de métiers complètement différents. C'est sous-estimé. Ça, j'ai mis l'accent sur le fait qu'il y a tous les métiers dans ce qu'on appelle l'industrie. Donc il faut briser les images, oui, bien sûr. Donc pourquoi pas faire de l'événementiel dans l'industrie ? Alors vous, très clairement, là, et c'est aussi là qu'on voit qu'il y a de la place pour les jeunes, c'est... vous avez quel âge, dites-moi là, 22. 22, ok. Donc elle a 22 ans, et vous êtes en train d'organiser les présentiels, les événementiels, donc les salons de OPCO2I qui va se présenter. Donc on vous a donné quand même des responsabilités. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, quelles sont les activités qui viennent, les salons, les prochaines échéances ? Là, la saison est presque terminée. On a été présent quand même sur plusieurs saisons cette année, ce qui est très important aussi pour l'OPCO. Il nous en reste 2. Il nous reste les portes du cuir qui vont bientôt arriver en novembre et septembre. En septembre, pardon. Et il y a également un événement sur Anglette, avec un fleuron assez important d'aéronautique et d'industrie au plus large. Et nous nous sommes rencontrés au OPCO2I, au Salon de l'Industrie, à Périgueux. Voilà. Vous avez une visibilité, une vision sur combien de structures, combien de personnes ? Je suppose que vous parlez d'industrie, mais est-ce que vous maîtrisez l'état économique de l'industrie en Nouvelle-Aquitaine et en Dordogne dans le Périgord ? Oui, quelques chiffres peut-être sur la Dordogne. Est-ce que le Périgord va bien dans l'industrie ? Comment se porte le marché ? Comment se porte le secteur de l'industrie en Nouvelle-Aquitaine et particulièrement dans le Périgord ? Alors, globalement, il y a quelques difficultés économiques qui ressortent à l'échelle régionale, et c'est probablement national. Le remboursement des plans Covid, par exemple, ce genre de choses là qui pose des problèmes. Mais moins que dans le bâtiment, j'ai vu, il y a quand même des choses. Alors le bâtiment, finalement, indirectement, on est aussi concerné par ces problématiques, notamment pour les entreprises de la filière de l'ameublement, qui sont dans notre périmètre OPCO2I et qui vont être impactés aussi par ce marché de destination du bâtiment, bâtiment en construction, et donc toute l'industrie amont finalement va être touchée par les effets conjoncturels rencontrés par d'autres secteurs d'activité. C'est le cas aussi dans la filière vinicole, donc ça va drainer tout un réseau de sous-traitance, par exemple les cuves qui sont en inox ou autres matériaux métallurgiques, qui vont donc ces entreprises de cette filière sont aussi impactées par les effets. Refus d'échelle. Ok, ils sont d'accord, mais ça embauche quand même. Il y a des. Oui, alors ce qui aide finalement l'économie régionale, c'est quand même le secteur ASD, aéronautique spatiale défense, qui reste porteur. On en a quelques-uns à Sarlat. On a quelques sociétés comme ça. Oui. Oui. Oui, en Dordogne, on va pas la citer, mais effectivement, on a des entreprises. Ou alors des sous-traitants. Oui. Voilà, c'est peut-être pas directement, mais c'est des sous-traitants. Oui, mais ça reste de l'industrie, et puis ça reste des employeurs. Tout à fait. Donc il y a effectivement des difficultés économique. Il y a un contexte aujourd'hui en France et géopolitique qui impacte nos entreprises. Il y a des secteurs qui fonctionnent moins bien, on a des secteurs qui fonctionnent, qui sont plus porteurs, mais globalement, il y a un besoin de recrutement en Nouvelle-Aquitaine, en Dordogne, avec un territoire qui est rural. Donc c'est toute la difficulté de faire venir des personnes en emploi, des jeunes. Voilà, c'est facile. Voilà. C'est la qualité de vie. Voilà. Notre argumentation à nous, c'est la qualité de vie. Voilà. Il y a la mobilité, il y a l'attractivité du territoire et effectivement la marque avec l'industrie et la volonté de ces 29 branches d'être réunies et d'avoir mis en œuvre cette marque, c'est vraiment pour lever tous ces freins. Oui, parce que l'industrie, ce ne sont pas que des grosses usines qui fument. Il y a plein de choses. Tout à fait. C'est varié et c'est comment effectivement faire venir
au plus près des besoins des entreprises, les appareils de formation, les jeunes et les besoins que les entreprises ont. Okay. Et pour compléter, voilà quelques chiffres. Oui. Donc pour compléter aussi sur le secteur, donc il y a une problématique de renouvellement des salariés, puisque donc on a alors les études de 2022-2023 nous aident sur les chiffres. On a 19% des salariés de l'interindustrie qui ont 55 ans et plus sur le département. Donc ça veut dire que voilà, il y a des départs en retraite qu'il faut anticiper. Donc avec il y a une classe d'âge qui va partir là. Voilà, donc, un renouvellement des actifs qui est un sujet et du coup qui va certainement augmenter peut-être les problématiques liées au recrutement. Là, c'est une transition parfaite. On a fait l'OPCO, qu'est-ce qu'une OPCO? On a fait OPCO 2I, on a fait le marché actuellement. Et bien maintenant, pour conclure, on va regarder quelles sont les tendances à venir, vers quoi on s'oriente, vers l'industrie, vers où va l'industrie, quelles sont les directives qui vous viennent, les grandes lignes qui vous viennent pour le... Que va devenir OPCO 2I dans les 5, 10, 15, 20 ans, dans l'avenir? Que va devenir l'industrie périgourdine dans les années qui viennent? Quelles sont les grandes tendances, les directions? Alors, dans 5-10 ans, c'est très très loin. Pour nous, c'est du long terme. En synthèse... Tirez-nous les cartes un petit peu, là, dites-nous. Si on avait une boule de cristal, mais on ne l'a pas. Bien sûr. Non, mais il y a des directives gouvernementales. On s'oriente vers la réindustrialisation. Tout à fait. Pour avoir connu les deux guerres d'Irak, on a vu qu'on n'a pas aujourd'hui que la guerre d'Iran, une crise économique identique. Non. Donc, le marché réagit différemment, bien sûr. Le marché est différent. On voit qu'il est en perpétuel mouvement. Et de plus en plus. Donc, l'objectif clair pour OPCO 2I et notre nouvelle gouvernance, et au nom des 29 branches, c'est d'anticiper les mutations industrielles, c'est renforcer les compétences, c'est dynamiser les recrutements et faire rayonner les métiers de l'industrie partout en France et sur tous les territoires. C'est un joli programme. Et vraiment à la maille des bassins d'emploi, des bassins qui sont les plus retirés des métropoles. C'est pour ça qu'on a une force de frappe avec la marque, avec l'industrie, mais avec 800 collaborateurs sur les territoires et on va dire 300 conseillers vraiment au cœur des territoires. En Nouvelle-Aquitaine, c'est la moitié de l'équipe qui est sur les territoires au plus près des entreprises pour les accompagner dans ces mutations. Oui, mais vous avez dit les grandes lignes que j'ai entendues durant toute la saison ici dans RLP Business. C'est réindustrialisation, c'est décentralisation, c'est-à-dire qu'on n'est plus d'une concentration dans les grandes mégalopoles, les grandes métropoles de l'industrie et de l'activité économique. Ça, c'est la numérisation qui veut ça, l'Internet et autres. Et puis, le circuit court, la responsabilité sociétale, responsabilité sociétale, RSE, la transition numérique, l'écologie. Et je rajouterais sur les territoires, c'est comment on travaille ensemble. Et aujourd'hui, on a des partenariats au niveau national qu'on décline au niveau des régions. Comment travailler ensemble sur des sujets qui nous tiennent, c'est la compétence, le recrutement. Et une entrée de l'économie sociale et solidaire aussi dans l'économie, beaucoup. Tout à fait. Donc c'est un travail avec les acteurs du territoire, les territoires d'industrie, les communautés de communes, c'est France Travail, c'est aussi les structures d'accompagnement dans le cadre de l'inclusion aussi. Oui, c'est travailler ensemble, mais travailler mieux. Voilà, et on aura une force de frappe beaucoup plus importante pour vraiment accompagner nos entreprises dans ces recrutements et dans ces transitions. Okay. Morgane Le Révérend, là, vous allez rester au OPCO 2I ou vous avez des projets de carrière après? Je dirais, il me reste encore 1 an d'alternance. Donc, et après, vous serez diplômé. Exactement, oui. D'accord. Après, vous avez l'avenir devant vous. Il y a plein de choses qui se profilent. Là. À voir les opportunités qui se mettent en place à la suite. Avec un peu d'anglais ou d'espagnol, une langue étrangère peut-être? L'anglais, ça peut le faire. Ça peut le faire, ok. Hélène, pareil, OPCO 2I, projet de carrière, il y a plein de projets qui viennent, plein de stratégies qui viennent. Oui, alors c'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit, mais notre pôle stratégie action territoriale est assez récent. Donc il y a beaucoup de choses à construire, ce qui est très riche. On a vraiment des missions très variées, plein de projets qui se mettent en place. Donc assurément une continuité. Hélène est en train de bâtir sous le regard bienveillant de Florence Bouet. Florence, pareil, OPCO, ça fait un certain temps OPCO 2I.
je vais aborder 30 années dans ce milieu-là. Oui. Et effectivement, on vient de mettre en place ce nouveau pôle pour structurer. Et il est tout nouveau, donc on a encore plein de choses à faire. Ok. Merci d'être venues, mesdames. Merci à vous. beaucoup. Merci. Et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.